Parlons encore un peu du personnage. Jean-Paul Riopel peint toujours. Il a 66 ans. C'est un homme qui m'a accueilli dans l'atelier où il continue justement de peindre quand il est au Canada, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Il m'a accueilli avec l'hospitalité qu'il caractérise, c'est-à-dire entouré de très nombreux amis et suivi d'une petite fête. Jean-Paul Riopel adore la fête. Il avoue qu'il a aujourd'hui une santé précaire, peut-être un peu parce qu'il a non pas abusé des belles choses de la vie, mais beaucoup profité d'elles. Alors voyons d'abord cet atelier et ensuite l'entretien avec Jean-Paul Riopel. Et voilà l'atelier de Sainte-Marguerite. Le peintre et sa compagne Huguette se déplacent entre cette vue-là, celle qu'ils ont sur Paris, et Côte d'Azur. Et ils ne savent jamais combien de temps ils seront là où ils sont. Voilà la pièce précise où l'on s'est rencontrés, entouré encore une fois des nombreux amis de Jean-Paul Riopel. Silence, retourne. Exactement. Jean-Paul Riopel, bon, là vous venez de me cacher. Qu'est-ce qu'il y a sur la... Montrez-moi ce qu'il y a sur le devant de la casquette. Voilà, on va montrer. Et qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'en parler, cette casquette? Oh, ça a été offert par un de mes amis, qui est sculpteur américain, qui m'a apporté ça. À moins que ce soit un autre, mais il était tellement content d'avoir trouvé ça. Et évidemment, c'est pour nos spectateurs, je ne sais pas si on a saisi, je vais traduire. Ça, c'est du guano et ça, c'est les mouettes. Et ça fait partie, j'ai l'impression, de vos objets bien-aimés. Merde, oui. Bon. Quand je peins, je travaille toujours la bouche ouverte. Bon. À cause de la merde. Et vous travaillez ici où on se trouve? À Sainte-Marguerite. Oui, au Lac-Masson. Et on a dit que c'était votre pavillon de chasse. Est-ce que vous... j'ai pas de chasse ici. Vous chassez pas? J'attrape des oiseaux. Et est-ce que vous y allez encore à la pêche ou... J'essaye. J'ai beaucoup fait de pêche dans ma vie. Et j'ai remarqué... Tu as besoin de ça, là? Non, c'est fini. Bon. J'ai remarqué, ce matin, on est arrivé tôt, et ici, je compte les gens autour de nous, c'est plein de vos amis. Vos amis arrivent tôt. J'ai l'impression que vous êtes toujours entouré d'amis, où que vous soyez. Ah ouais, mais ça, oui, c'est assez réduit. Il y a des gens de France, là, qui viennent à l'occasion. Il y a un type qui vient descendant de Delormier, qui est là. Et puis, ben, il y a... Pochette n'est pas arrivée. Non, Pochette n'est pas arrivée encore. Elle, c'est une amie d'ici. Et puis, bon, il y a mes proches voisins, là. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Charret, oui. C'est comme ça qu'on vit. Et on me dit que vous dormez presque jamais. Quand je dors bien. C'est une vieille habitude, ça. Pourquoi? Qui sait? Faut pas ronfler. Mais j'ai lu quelque Tout le monde s'en plaint quand je ronfle. J'ai lu quelque part que c'était pour chasser les cauchemars. Vous n'aimiez pas les cauchemars? Oui, ça c'est vrai. J'aime pas les cauchemars. C'est toujours rêver de ce qui s'est passé la veille, un peu transposé. Ça va pas plus loin que ça. Et quand vous vous levez, est-ce que c'est le moment de peindre? Quand vous vous levez la nuit, par exemple? Alors, j'essaie de prendre le café avant, parce que je vois pas en face des trous. Hein. Mais vous peignez autant la nuit que le jour? Bon, oui. Ça, il faut demander à Huguette. Si je peins autant la nuit que le jour. Mais est-ce qu'il vous arrive de faire encore des 20 heures? Vous avez déjà expliqué ça à des gens, des 20 heures où vous perdez le sens du temps? Absolument. Moins maintenant, parce que je me copie. Mais avant, le fait de me reculer, quand je peins, de me reculer, hein, le tableau est fini. Ou je le détruis, ou il est fini. Bon, quand j'arrive à faire des choses énormes, ça m'est arrivé de passer 24 heures, même plus. Je rentre toujours dans l'atelier avec une cigarette allumée, et je n'ai jamais peint en fumant ni en buvant. Je peux pas. Je suis pas là. La cigarette s'éteint. Puis je la rallume, par exemple, tout de suite. Et quand vous reculez, c'est fini, puis êtes-vous déçu? Est-ce que vous le regardez même, ou le tableau? Je le fuis. Toujours. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Après, je suis content quand les gens viennent me voir et me disent « Oh, c'est beau ».
Alors là, j'ai envie de leur dire merde, mais je suis content quand même. Et est-ce que vous peignez, est-ce que c'est le même travail que quand vous étiez jeune compagnon de Bordua à Paris, quand vous fréquentiez Breton? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour vous dans ce travail-là, dans la joie que ça vous procure? Non, rien ne change. Excepté en vieillissant, un peu plus gâteux, quoi. Et je sais aussi, vous avez déjà dit le fait d'être prolifique. Quelqu'un vous demandait est-ce que c'est bon d'être prolifique, et vous disiez, après tout, si quelqu'un refait la même chose 2000 fois, c'est pas grave s'il le fait bien. Vous êtes resté prolifique. Je regarde au mur derrière, là, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous êtes resté très prolifique. Ouais. Presque tous les peintres ont été très prolifiques. Hein. Quelques-uns ont fait que des chefs-d'œuvre. On me disait Van Gogh, hein, quand il faisait les trucs de Arles, la nuit à Arles, c'était pour inviter les autres peintres à peindre de nuit. C'est lui qui a fait le chef-d'œuvre, par exemple. Mais lui, il ne croyait pas. Hein. C'était pour dire aux autres, allez-y, peignez la nuit. Est-ce que vous pensez souvent à ces gens-là? Vous avez connu pour vous, c'était des amis. Pour nous, c'est des noms et des géants, parfois. Bordua, Breton, vous les avez Giacometti, vous les avez fréquentés. Est-ce qu'ils vous reviennent? Est-ce que c'est des fantômes pour vous? Hélas, il n'y a plus de fantômes. Ils sont presque tous morts. Encore récemment. C'est pour ça. On ne peut plus aller dans une boîte de jazz ou n'importe où aux États-Unis. Merde. Et on pense toujours qu'ils vont être là. Je me souviens au Rosebud, à Paris, c'était... J'entre là, avec les gens qui étaient avec moi, pour leur montrer Montparnasse. Alors, évidemment, je finis au Rosebud, c'est la seule chose qui était ouverte. La closerie des Lilas, ils étaient en train de tourner un film. Donc, je rencontrais, j'arrive au Rosebud, puis je regarde autour. J'ai dit, mais quelle clientèle de jeunes, mais c'est plus que des jeunes là-dedans. Ce que j'avais oublié, c'est que 25 ans avant, c'était nous qui étions jeunes. J'avais l'habitude de... Avez-vous encore la bougeotte comme avant? Vous l'avez eue toute votre vie, hein? Là, vous êtes ici depuis le 24 décembre, je pense? Je sais pas, moi. À peu près, c'est ce qu'on m'a dit. J'arrive dans un endroit, comme ce matin, on me téléphone de France en me disant « Quand est-ce que tu reviens? Ben, j'ai dit « Dans 2 semaines. Mais est-ce que c'est vrai? Ça fait 2 ans. Ça m'est arrivé de ne pas venir au Canada pendant 5 ans. Et la maison reste là, vous arrivez, puis dans le frigo, il y a encore la peine de lait ou toute verte? J'essaie de la reconnaître. Mais vous gardez vos maisons. Vous n'êtes pas un rat d'hôtel. C'est d'une maison à l'autre, votre bougeotte. Ou de votre bateau à vos maisons. Ouais, c'était le bateau à la base. Hein? Dans ma vie, c'était mon bateau. Puis maintenant, hein, je m'aperçois que quand je suis à bord du bateau, ça me prend beaucoup de temps pour me rendre au bateau. Je vois le bateau, il est taqué, puis je dis merde. Le lendemain, j'y vais, je dis je vais monter à bord. Je me mets à la barre, dans le port, je ne bouge pas, j'ai plus mal au dos. Mais est-ce que vous partez pour le large? Non, mais je peux pas. Il est dur, c'est un bateau très difficile à naviguer. Et vous ne voudriez pas être accompagné là-dessus? Vous voulez être à la non, barre? Non, je ne suis pas solitaire. Oh là là, la panique. Moi, ceux qui sont des solitaires, je ne comprends pas. Moi, je veux bien être tout seul à bord du bateau, mais sachant qu'il y a quelqu'un en bas qui va prendre la relève si ça ne marche pas. Mais même si vous êtes, ou peut-être parce que vous êtes très grégaire, quand on quitte, par exemple, son lieu d'origine, même si on est jeune et fougueux, on a peur parfois. Vous n'avez pas eu peur. En 1946, vous avez quitté le Canada. Je n'avais pas le choix. Je voulais aller en Europe. Je suis devenu palefrenier. Il y avait des chevaux sur le bateau. On vivait avec les chevaux. Puis à l'arrivée, dès l'arrivée, vous étiez heureux? Quand j'ai vu la France, la Seine, hein, j'ai dit, c'est là pour toujours. C'est ici que je veux vivre. Pas un sou, je n'avais rien. J'attendais pour revenir au Canada pour avoir 50 $ comme palefrenier. Mais ça sera là.
À La Roche-Guyon, ils en savent quelque chose. Alors, mais vous revenez quand même. Vous êtes revenu en 48 pour signer le refus global. Enfin, je ne dis pas pour signer, mais vous êtes revenu en 48 et, comme par hasard, c'était le moment du refus global, vous en êtes signataire. Vous avez jamais perdu le goût de revenir. Moi, j'aime bien me lever le matin et voir le soleil se lever, hein, que ce soit n'importe où. Mais revenir ou être ailleurs, c'est pareil. C'est pas comme le saumon? Le saumon, oui. Ou le pigeon? Il revient pour mourir. Hein. Mais le pigeon, mettons, ou l'oie, ou... Le pigeon, ça a toujours le cancer. Et Bordua, parlons de Bordua, parce qu'il a beaucoup compté pour vous. Il a beaucoup compté. Ouais. On était les élèves d'Ozias le Duc. C'est Ozias le Duc qui était un peu la clé qui avait un humour terrible. Le chêne qu'il avait sur sa table, qu'il avait utilisé, il l'avait planté. Alors, celui qui est capable, dans la région du Richelieu, d'attendre que l'arbre ait poussé pour faire une table en chêne, tout était... Il n'y avait qu'Ozias le Duc pour faire ça. Un phénomène. Et vous connaissez le mot de... C'est Malraux qui citait Victor Hugo, qui disait les chaînes qu'on abat, en parlant de Gaulle, en disant, en laissant entendre, on n'en verra plus des comme ça. Est-ce qu'on en verra encore des comme ça? Des chaînes de montagne? Non, des... T'as qu'à regarder les Laurentides. Hein? Mais le bouclier canadien est pas mal usé. Hein? Mais des hommes comme ça? Sûrement. Il n'y a pas de raison. Et ce que vous aviez en commun quand même avec mis à part la peinture, mais pour des gens qui vous ont observé, comme en commun avec des gens comme Bordua et le Duc, c'était la pêche. La pêche? La pêche, la chasse, tir à l'arc. On en a fait. Mais le goût de la liberté, on dit que vous étouffiez tous les trois ici. Vous êtes tous les trois partis à des moments donnés. Et... Ben, il fallait bien. Il n'y a pas ce dicton, nul n'est prophète dans son pays. C'est pas tous les pays, c'est pareil. Hein. Et êtes-vous parfois déçu, parce que j'ai lu, c'est assez récent, c'est il y a 4 ou 5 ans, vous aviez voulu mettre sur pied une fondation. Et une des choses que vous disiez à un journaliste, c'est, écoutez, je vais vous dire pourquoi. Je trouve que le Canada français est encore très isolé. Là, on est en 1985. Moi, je souhaite qu'une chose, hein, c'est qu'on change le nom du Québec, qu'on appelle ça la Nouvelle-Albanie. Pourquoi? Hein? Il y a bien Nouvelle-Angleterre. Parce que ça, c'est des gens isolés. De tout. Hein. On ne va pas faire politique. Et aujourd'hui, vous parlez de votre bateau, là, où vous ne pouvez plus prendre le large. La forêt, l'autre nature, la nature terrestre, elle aussi, vous l'avez beaucoup aimée. Vous avez dit, il faut être dans la nature comme un animal. Bien sûr. Est-ce que vous la pratiquez encore? Ben, je peux vous montrer ce que j'ai fait. L'hommage à Scotty Wilson. Qui est derrière nous, là, en fait. Scotty, il est mort. Non, mais l'hommage est derrière nous. C'est à la base de toute la dernière série. C'est un hommage à Scotty Wilson. De retour à l'instant à cette rencontre avec le peintre Jean-Paul Riopel. À tout de suite. Parlez-moi un peu de ça. Est-ce que, je sais que vous avez beaucoup aimé la fête. Pour vous, c'est indissociable, votre vie et l'art, c'est indissociable des amis et des plaisirs de la vie. C'est possible. J'ai beaucoup fréquenté des gens qui... Mes amis sont toujours passés la nuit. Bon. Avec l'ami, c'est dommage parce qu'il vient de mourir. Beaucon. Non. C'était Samuel Beckett. On a passé toutes les nuits ensemble avec d'autres amis. Ensemble, hein. N'importe où. Et vous ne voulez pas vous priver, vous arrêter. Je pensais à, je ne sais pas pourquoi, mais Jeanne Moreau qui un jour a dit à un journaliste « J'ai bu tout ce que je devais ou tout ce que je pouvais boire ». On lui a interdit ça.
Et le journaliste était un grand amateur de vin, c'est Bernard Pivot. Alors, il ne pouvait pas comprendre, il trouvait ça dommage. Il avait l'air de dire, mais continuez, peu importe ce que disent les médecins. La cigarette, ça, il n'y a rien pour vous arrêter de profiter de ça. Je me suis arrêté pendant 4 ans. J'ai bien fait la preuve, je m'avais arrêté de fumer. Puis 4 ans après, j'avais toujours mon paquet là. Je ne l'ai pas touché pendant 4 ans. J'ai dû faire la preuve, hein, ça suffit. Ça a commencé. Mais la vie ne valait pas la peine sans les petits plaisirs qui l'accompagnent. Non, la question de la cigarette, c'est simple. C'est le geste. T'as pas de cigarette. Comment il s'appelait, le photographe célèbre canadien qui était d'origine... Monsieur Karch? Monsieur Karch. Oui. Lui, il m'a eu. Ah! Il vient à l'atelier, il a un matériel bien pire que le vôtre, hein, ça, alors là, c'est rien. Des génératrices et tout ça. Il voulait absolument prendre des photos de moi dans mon atelier. Alors, il vient. Puis il me raconte l'histoire qu'il avait eue avec Churchill. Ah oui. Pour faire sa fameuse... Oui. Il a arraché le cigare. Il a arraché le cigare, puis il m'a dit, j'ai pris la plaque et je suis parti. J'ai pas retourné ni chercher mes appareils, ni quoi que ce soit. J'avais la photo. Puis il me dit ça. Il venait de faire cette photo quelques années avant. Il me raconte l'histoire. Je trouve ça très drôle, magnifique. Cette photo est extraordinaire. Il s'installait, puis il me dit, tu fumes? Ah. Bien sûr que je fume. Bien, il me dit, tu vas fumer. Mais pendant tout le temps, il m'a fait poser pendant 2 jours avec 3 personnes autour, ou 4, qui allumaient des cigarettes, parce qu'il m'a dit, il faut absolument que la cigarette, il y a la quantité de cendre toujours la même du début à la fin. Et là, c'est à peu près 2000 photos. Il m'a eu, hein? Quand j'en avais marre de fumer, il voulait absolument pas. Il y avait quelqu'un qui m'apportait une cigarette au même niveau. C'est pas à ce moment-là que vous avez arrêté pendant 4 ans, c'est pas ça qui Non, vous a... non. Bon. Mais connaissez ce très beau poème en prose de Baudelaire qui dit « Il faut toujours être ivre de vin, de poésie ou de vertu à votre guise ». C'est ça pour vous aussi? Il faut une ivresse quelconque? Moi, je suis plutôt dans l'esprit de Nelligan. Mais qui a écrit La romance du vin. Oui, oui. Mais vous croyez à ça, la liaison entre l'ivresse et... Non. Non? Enfin, on peut rêver à n'importe quoi. Hein. Il s'agit d'y croire. Mais est-ce que vous n'avez pas... quand vous avez grandi rue de Lorimier, est-ce que vous n'avez pas quand même cherché tout le contraire de ce que vous aviez quand vous étiez jeune? Quand vous étiez jeune, en fait, d'après ce que j'ai lu, c'était un peu l'envers du décor. On dit que votre mère, par exemple, un jour, en faisant le ménage, par erreur, a vidé des travaux. Par erreur, par volonté. Par volonté. Un jour, avec Pierre Gauvreau, on écrivait des articles dans les journaux. Donc, à l'époque, c'était plutôt le devoir, tu vois, parce qu'à cause de Napoléon Lafortune, qui était le grincheux, hein, puis c'était Pelletier qui était directeur. Et puis, on écrivait, puis on voulait que ça passe, des articles. Alors, j'avais mis Dieu et diable avec 2 petits dés. Là, on a eu de la critique, hein. Et là, c'était bon. Mais ma mère, qui était un sacré personnage dans son monde, un jour, je sors de la maison, puis elle me dit, t'es même pas communiste. Pire que ça. Pire. Irrécupérable. Je suis parti, je suis jamais retourné pendant des années. Vous l'avez jamais revu? Si. Ça vous a blessé ou ça vous a poussé plus loin? Non, j'ai trouvé que c'était intelligent de dire que je n'étais même pas communiste. Mais c'est pas resté affectueux, forcément. L'affection était difficile. Et votre père, est-ce que c'est pas lui qui construisait les maisons rue de Lorimier? Oui, oui. Vous tenez de lui, peut-être? Alors, lui, il était menuisier de son métier. Il a fait l'école d'architecture, il était devenu architecte. Puis il disait toujours, je suis menuisier. Bien, il s'est mis à construire des maisons. Il faisait tout avec ses frères et les maisons. Puis il travaillait comme ça. Et vous étiez petit gars, vous le voyiez faire? Ou... Oui, oui. Ça vient pas de là, le goût de... D'étaler. Peindre, c'est en 2 dimensions, mais... C'est mon trait particulier. Et à la fin de sa vie,
je vois sur ces papiers, c'était marqué comme profession bourgeois. Il dit, je vis de mes revenus, donc il était bourgeois. Mais il possédait ces maisons-là, en fait. C'était Ouais. le propriétaire. Et quand vous arrivez à Paris et vous connaissez, par exemple, André Breton, ce qui est assez étonnant, c'est souvent c'est des situations où quelqu'un arrive de très loin, c'est le provincial qui monte à Paris, mais vous, Bordua, on a plutôt l'impression que vous êtes tombé là-dedans comme des poissons dans l'eau. Oh, c'est pas tout seul. Le surréalisme. C'était le monde. Depuis 1920, les Canadiens Français allaient en Europe. Hein. Mm-hmm. Mais ils y allaient parfois pour imiter ou par nostalgie. Ils n'y allaient pas pour être à l'avant-garde ou ils ne tombaient pas dans l'avant-garde si facilement. C'est l'art sacré qui a amené tout ça. Avec Couturier, qui lui était à New York pendant la guerre, à la Voix d'Amérique, avec Breton, avec Dutuit, avec Saint-Exupéry. C'était le monde. Puis il y en avait d'autres avant. Hein. Un monde étrange. C'est ça qui a fait l'ouverture. Hein. Mm-hmm. Maurice Gagnon y était pas beaucoup. Hein. Et Jean-Marie Gauvreau, il était fier d'être à l'école Boulle, sorti de l'école Boulle. Hein. Mm-hmm. Puis, comment dire, les grands excès que vous avez eus à l'intérieur de votre travail, je parlais tantôt de peindre pendant 20 heures, mais ça, on sait qu'un peintre fait ça. Mais ce jour où vous avez été avec un pilote d'avion, sans appareil photo, ça l'étonnait d'ailleurs, sans fusain, sans rien, pendant 5 heures, pour voir, je ne sais plus si c'était l'aube ou le coucher de soleil sur... C'est le coucher de soleil. Pendant 5 heures de temps. Vous lui avez Moi, demandé je regardais le sol. C'est le sol qui variait. Le type de l'avion ne comprenait rien. Vous n'avez rien, vous n'avez même pas un appareil de photo. Je dis non, ça va. Vous restez. Vous montez avec le soleil, gardez-le toujours à l'horizon. Il n'a rien compris. Moi, je regardais le sol. Et c'était pour en faire quelque chose? Non. C'est pas. Si c'est pour en faire quelque chose, je crois que ça reste imprégné dans l'image. Comme là, hein, regarde ça, ils sont en train de nous filmer, là. Hein? Les rideaux sont même pas ouverts. Mais il y a de bonnes raisons. Hein? C'est pour les deux visages. Ah bon? Eh bien alors, il y a pas mal d'asymétrie dans son visage. Remarquez, regarde un peu là, on voit, il est complètement asymétrique. Pas comme Michaud. Michaud, lui, c'était... Henri Michaud. Oui. C'était tellement asymétrique que dans les dictionnaires de médecine, on dit que ta figure était asymétrique, c'était lui. Il était très fier d'être le corps de l'asymétrie. Chaque fois que vous parlez pas chaque fois, mais presque, quand on vous talonne sur la peinture, on sait que vous n'aimez pas beaucoup parler de la peinture en général, vous revenez à cette idée que la toile, ça va pourrir un jour, tout ça est fugace, il ne va rien en rester. Vous croyez vraiment en ça, même pour vos Bien œuvres? sûr. Pour n'importe quel travaux, c'est pareil. Et on dirait que ça vous rassure. Ça ne me rassure pas, mais on ne peut pas faire le contraire. Hein. Tiens, les pompiers. Bon, on a l'impression que ça vous évite d'avoir à penser à tout ça, à ce que vous faites. Vous le faites, puis vous le donnez, puis vous vous dites de toute façon, ça va. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Hein. Et les marchands de l'art, parce que vous savez que l'art est devenu très marchandable, c'est pas d'hier, mais beaucoup maintenant depuis quelques années avec la surenchère. Il faut le mécénat. Où est-ce qu'il est, François Ier? Mais vous aimez pas l'idée que quelqu'un prenne ça et le mette dans son sous-sol, vous avez déjà dit, j'aimerais mieux que ce soit dans le musée. S'il le gardait. Mais il ne le détruira pas au prix qu'il l'a payé, mais ça devient un investissement pour lui. On ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui spéculent pas, mais peut-être difficile de spéculer à l'époque, hein? Mm-hmm. Avec Courbet et compagnie, hein? Il n'y a pas grand-chose, hein?
Maintenant, c'est un Courbet. Oh là là! Mais vous avez, ça me revient aussi que vous avez déjà parlé des peintres, je crois que c'est certains peintres du 19e siècle, c'était hors de prix à un moment donné, et ensuite vous avez dit ils vendaient ça pour le prix des cadres. Ça pourrait m'arriver à moi. Êtes-vous pas heureux que ça vous soit, que le bon temps soit passé de votre vivant, parce qu'à ce moment-là, vous avez au moins pu mieux vivre? Il faut payer mon matériel, hein? Mm. Tu me finances? Mais c'est mieux. Est-ce que parfois il vous vient à l'esprit, est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le succès? Vous seriez jamais arrivé. eu de succès. C'est les gens qui croient ça. Pas de succès. Qui c'est qui a eu du succès? Strictement personne. Mais au moins les gens veulent les voir, veulent les acheter, les gens vous commandent des choses. Pas tous, hein. Il y a des exceptions. D'une façon générale, c'est la spéculation, rien d'autre. Hein. Ça ne retourne pas tellement à l'artiste? Jamais. Ça arrive, ça. Et ça vous indigne ou? Oh non, ça m'est égal. Pourvu qu'il y ait de quoi bouffer. Si on mangeait quelque chose, ça serait plus drôle. Hein? Oui. Bien, Jean-Paul Riopel, on va faire ça à l'instant, peut-être, et je vous remercie. À bientôt, j'espère. Mets ta casquette.